Académique n'est pas une pure formule rhétorique, mais correspond à une pratique effective. Et moi, et entre les filtrages et le quart d'heure académique, ça se passe souvent comme ça, vous le savez. Mes excuses renouvelées à tout le monde. Je me pose en une seconde et on commence enfin sérieusement pour la conférence d'Alain Birr qui nous fait l'amitié d'être ici. Qui ne veut pas du fauteuil de dentiste. Non, ça dérangerait la cinéaste en plus, je crois. C'est la cinéaste qui fait la loi. Les cinéastes. Votre présence et votre patience. La semaine prochaine, je commence par ce qu'il ne faut pas dire au départ, hein, mais les semestres étant réduits à 2 mois et quart, il est bon de faire des mises au point et des programmes minimum. Donc la semaine prochaine, Ludovic Hetzel parlera également du capital, mais d'autres choses. Il a fait sa thèse là-dessus. Et la semaine d'après, Fabrice Ben-Simon, qui est professeur de civilisation britannique à Paris 4, c'est donc le 11 décembre, parlera du livre d'Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre. Et puis, à la fin de cette séance, les amis très précis, très liés organiquement à ce séminaire, autrement dit les étudiants de master 2e année, me disent où ils en sont, prennent leurs dernières nouvelles, leurs dernières, je n'ose pas dire consignes, mais enfin permission, puisque en général ça se passe de façon hyper libérale, mais enfin il serait tard pour eux s'ils ne s'inquiétaient pas, en se disant que c'est pas loin du début de la fin. J'ose dire également en public d'ailleurs que la semaine prochaine j'enseigne à l'étranger. Évidemment le séminaire aura lieu avec Ludovic Hetzel et nos amis, Isabelle Garot notamment, et Jean Ducange. Mais pour me voir moi personnellement, ce sera compliqué. Passons aux choses sérieuses que vous attendez depuis trop longtemps. Alain Birr nous fait le plaisir, l'amitié, la joie de revenir dans ce séminaire, de revenir dans ce séminaire 2 ans après. Un premier passage mémorable. Il est professeur émérite en sociologie à l'université de Besançon. Ce serait évidemment trop long de citer le détail de son œuvre. Oui, parfois à l'université on peut parler d'une œuvre, et c'est le cas. Je dirais donc simplement que vous êtes censés aller voir, si possible avant janvier, chers amis étudiants, et puis voir de près pour ceux qui ont plus de temps, pour les étudiants après leurs examens de janvier, La logique méconnue du capital, paru à Lausanne en 2010, Le système des inégalités, la découverte 2008, et pour ne citer que les 3 les plus récents, La novlangue néolibérale, la rhétorique du fétichisme capitaliste, paru à Lausanne en 2007. Après avoir été en retard, me voici devenu bavard. Cher Alain Birr, encore 1000 merci d'être parmi nous. Vous avez enfin la parole. L'intervention, comme vous le savez, d'Alain Birr a pour titre Le fétichisme dans le capital. Merci Jean Salem, merci à toute l'équipe de ce séminaire de me réinviter. Il est vrai que j'avais pris moi-même l'engagement de revenir, puisque lors de la précédente communication dans ce séminaire, notamment dans la partie discussion, la question du fétichisme avait été soulevée à plusieurs reprises, et j'avais dit qu'il y avait lieu et nécessité de creuser autour de cette question et que j'étais prêt à le faire. Ça n'avait pas pu se faire l'année dernière, ça se fait donc avec un délai à peine différé. Je dois aussi vous avertir tout de suite que nous allons traiter de questions qui sont en un sens extrêmement techniques concernant le capital, et que je me trouverai obligé, pour ne pas avoir à communiquer trop longuement, de présupposer connu un certain nombre de choses, notamment quant à l'usage et quant au sens que Marx donne des concepts dans le capital, présupposer connu un certain nombre de choses, que là je ne reviendrai pas. Je pourrais préciser très rapidement, simplement à titre de piqûre de rappel, certains points, mais sans m'attarder là-dessus. Autrement dit, ce sera très théorique, mais histoire de tout de suite signifier ce que signifie théorie dans ce cas-là, j'aimerais que vous gardiez
tous et toutes à l'esprit en m'écoutant quelque chose qui est très actuel, qui sature aujourd'hui les médias et qui peut se résumer en une phrase. On nous demande, à nous, Européens, c'est-à-dire quelques 500 millions de personnes, d'être prêts aujourd'hui à nous sacrifier, et pour certains, ça sera vraiment le sacrifice de leur vie qui va être demandé, pour sauver une monnaie. On vit dans un monde dans lequel on demande à des centaines de millions d'êtres humains d'être prêts à sacrifier leur vie, à sauver une monnaie. Le fétichisme dont il va être question tient tout entier là-dedans. Donc s'il va être question de développement très théorique, je disais au meilleur sens du terme, c'est-à-dire ce type de théorie qui permet de rendre immédiatement intelligible, en tout cas interprétable, permet de donner un sens à un phénomène banal, quotidien, pourtant massif, qui est qu'on vit dans un monde dans lequel il existe des dieux, c'est un athée qui vous parle, et qui sont de la pire espèce qui soit, puisque c'est des dieux qui habitent notre monde. Rappelez-vous le vieil Épicure, n'est-ce pas, qui disait oh, il existe bien des dieux, mais on n'a pas trop ni à s'en inquiéter, ni non plus à en espérer grand-chose, car ils vivent dans leur monde à eux, n'est-ce pas? Ils ont leurs préoccupations qui sont déjà assez complexes pour qu'ils ne se préoccupent pas de nous. Mais nous avons des dieux, nous sur Terre, qui s'occupent de nous. Et on a du souci à se faire parce qu'ils sont de la pire espèce qui soit, c'est-à-dire de l'espèce sanguinaire, de l'espèce du vampire, de cette espèce de dieux qui ne se nourrissent que de la chair et du sang des hommes sous la forme du travail vivant. C'est le capital. Cette image du vampire, elle n'est pas de moi, elle est de Marx. Elle court tout le long du Capital. Marx ne cesse de filer les métaphores du vampirisme du Capital, de ce corps mort du Capital, de cette accumulation de travail mort qui ne peut rester en vie qu'en pompant en permanence la substance du travail vivant. Le fétichisme est au cœur de cela. C'est de cela dont il s'agit. Et vous comprendrez que ce n'est pas par conséquent une mince affaire. Je dirais qu'on n'a pas affaire à quelque chose d'anecdotique, quelque chose de secondaire ou de superficiel quand on traite du fétichisme dans le Capital, l'œuvre de Marx, et du fétichisme du Capital, de ce rapport social autonomisé qui est visé par le titre de l'œuvre majeure de Marx. C'était une remarque introductive. On peut à partir de là s'étonner, j'entame mon propos proprement dit, que, en fait, ont été bien rares les commentateurs et les analystes du Capital, quand je ne dirais, enfin, difficulté constante dans mon propos, c'est que je parlerai du Capital de temps en temps comme étant l'œuvre de Marx et du Capital qui est l'objet de cette œuvre. On ne pourrait pas préciser à chaque fois, ça prendrait trop de temps, de quoi il s'agit, le contexte devrait le permettre. Nombreux ont été donc les commentateurs du Capital à s'intéresser à ce concept de fétichisme et à ce thème du fétichisme du Capital. On pourrait comprendre la chose quand il s'agit d'ouvrages de vulgarisation, car le thème, vous allez voir, est assez, je dirais, assez complexe, assez difficile à développer. C'est plus étonnant de la part d'œuvres qui ne se veulent pas de vulgarisation, qui se veulent des œuvres, disons, savantes, et dans lesquelles on trouve une remarquable méconnaissance ou négligence, quelquefois même ignorance de ce concept. Je citerai pour mémoire le propos de Louis Althusser, qui recommandait dans une présentation du premier livre du Capital de sauter littéralement toute la première section de ce livre pour ne la reprendre, pour ne l'aborder plus exactement qu'après avoir lu l'ensemble du livre en question, alors que
C'est précisément dans cette section et dès le premier chapitre de cette section que le concept de fétichisme est en bonne place. Jacques Bidet, dont l'interprétation du Capital mérite le respect, même si je ne la partage pas, c'est quelque chose dont il faut avoir fait le détour, ne mentionne dans son que faire du Capital nullement le concept de fétichisme. Il se rattrape un peu dans l'autre ouvrage qu'il a consacré au Capital, Explication et reconstruction du Capital, mais en limitant son développement exclusivement à l'analyse du fétichisme de la marchandise. Pour prendre encore un dernier exemple d'ouvrage de référence, le dictionnaire critique du marxisme dirigé par Labika et Bensoussan ne consacre que 2 pages au fétichisme, 2 pages sur un dictionnaire qui en fait 2500, je crois, c'est dire le peu de cas que l'on fait. Il est vrai quand même que dans ces 2 pages, il est mentionné que le concept a une extension plus large, même que celui que lui donne Marx dans le simple Capital. Rares ont donc été les auteurs qui se soient penchés sur ce thème. Dans la littérature française contemporaine, je n'en connais en fait que 2. Toute immodestie mise à part, je fais partie des 2. Il faut que je le signale, puisque dans l'ouvrage que j'ai consacré de façon générale à la critique de l'économie politique, la critique marxienne de l'économie politique, paru à Lausanne également en 2001 sous le titre de La reproduction du capital, je fais de très grand cas de cette thématique du fétichisme. Et d'ailleurs, la conférence que je tiens aujourd'hui, pour l'essentiel, un digeste de ces développements-là. Une deuxième œuvre paraît quelques années plus tard, celle d'Antoine Artus, en 2006, et elle a sur la mienne l'avantage de signaler non seulement l'importance de la thématique du fétichisme dans le Capital, mais l'importance de la thématique du fétichisme dans l'œuvre de Marx en général. Et j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots en conclusion, puisque ce n'est pas à proprement parler mon sujet. J'articulerai, comme il se doit, et en cette noble institution on ne peut guère faire autrement, mon propos en 3 temps. Oui, non. En 3 temps, je connais mes classiques quand même. D'abord pour proposer une sorte de définition préliminaire de ce qu'il faut entendre par fétichisme de la valeur. J'expliquerai pourquoi il est nécessaire de procéder de la sorte. Le plat de résistance viendra immédiatement après, puisque la deuxième plus exactement partie de ma communication sera consacrée à déployer, on va parcourir le Capital tout entier, les 3 livres, pour y pointer les différentes figures, les différentes dimensions du fétichisme de la valeur. Je m'interrogerai dans une 3e partie sur les raisons de la méconnaissance de ce concept dans le Capital, et je conclurai très brièvement après cela, en espérant que vous n'ayez pas déserté la salle d'ici là, assommé que vous aurez été par le propos. Commençons donc par une définition générique du fétichisme de la valeur. On peut constater tout d'abord que Marx, mais il est habituel du fait, Marx prend très rarement l'habitude de définir préalablement les concepts. Il en fournit une définition à la volée. Quelquefois même, il n'en fournit aucune définition. La définition est implicite. Elle peut se dégager de l'usage qu'il fait du concept, et c'est le cas ici. Lorsqu'on se livre, comme je me suis amusé à le faire, à une étude scrupuleuse de toutes les occurrences de l'usage du concept dans le Capital, ou toutes les occurrences de la présence implicite de ce concept, on ne peut qu'être frappé par la remarquable cohérence qu'il y a, malgré tout, preuve qu'il y a bien chez lui un concept du fétichisme qui fonctionne. Si on avait à résumer d'une manière synthétique ce que Marx entend par fétichisme de la valeur, on pourrait dire qu'il désigne par là à la fois le résultat et le processus conduisant à ce résultat d'une double opération. Enfin, résultat d'une opération et processus consistant en une double opération. Une opération qui peuvent être à chaque fois caractérisées, une opération de réification des rapports de production capitalistes, et une opération que je qualifierais, et je m'en expliquerai, de déification
de ces mêmes rapports de production. La réification, c'est l'opération qui consiste à confondre les rapports de production capitalistes avec les éléments qui leur servent, qui lui servent plus exactement à ce rapport ou à ces rapports qui lui servent de support matériel. Il peut s'agir du corps des marchandises, il peut s'agir du corps de la monnaie, corps métallique de la monnaie quand il s'agit de la monnaie métallique, il peut s'agir de dispositifs matériels productifs quand il s'agit du capital productif, il peut s'agir aussi de titres de propriété, il peut s'agir de signes de tout cela, par exemple des signes monétaires, etc. Et la réification consiste à confondre, à réduire en quelque sorte le rapport à son support. C'est-à-dire à faire comme si, en définitive, le rapport se confondait, était contenu dans le support qui lui sert à s'effectuer. Cette opération de réification se double, pour produire le fétichisme, d'une opération de déification. C'est-à-dire de déification, disons une personnification, c'est le terme qu'utilise Marx, mais je dirais pourquoi je prends plus celui de déification, d'une personnification surhumanisante. Une personnification d'une chose qui lui donne l'apparence, la consistance d'une substance, philosophiquement, de manière plus métaphorique, qui lui confère des qualités, des propriétés, des vertus, des pouvoirs que cette chose semble posséder en elle-même, alors qu'elle ne le doit en fait qu'à sa fonction de support d'un rapport social. On a un exemple de cela dans d'autres domaines, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple comment se trouve déifié le sceptre que tient le roi, ou le trône sur lequel il est assis, et que personne ne viendrait à confondre avec une chaise percée. Au cœur du fétichisme, si l'on reprend ces deux opérations, on voit bien qu'il y a une sorte d'inversion de l'objectif et du subjectif. Il y a à la fois une objectivation réifiante de détermination subjective, une objectivation réifiante de rapports sociaux, de rapports entre les hommes, de pratiques effectuées dans ces rapports, par conséquent de réification aussi bien des sujets de ces rapports et de ces pratiques, en même temps qu'il y a une sorte de subjectivation déifiante des objets, et le tout aboutit à ce monde à l'envers, une thématique qui va revenir encore, à ce monde à l'envers dans lequel les producteurs sont en définitive dominés par leurs propres produits et dans lequel les choses sont en définitive en situation de dominer les hommes. La notion de réification, je l'ai dit, elle figure comme telle chez Marx. Marx l'emploie comme telle, Verdichtung. La notion de déification, elle, ne figure pas chez Marx. Il emploie, pour faire doubler avec réification, le terme de personnification, mais on voit bien qu'il s'agit d'une personnification, certes au sens du procédé littéraire, mais j'ai préféré utiliser celui de déification, outre que ça permet de créer une parfaite homophonie avec celui de réification, une déification pour bien indiquer que, de cette manière-là, l'objet déjà chargé par la réification de tout le poids des rapports sociaux se trouve érigé au rang d'une véritable puissance surhumaine et personnifié sur un mode religieux. On se trouve là, vraiment, me semble-t-il, au cœur de la pensée de Marx, au cœur de la critique marxienne de l'économie politique, qui consiste à montrer, je pense que c'est exactement ce que Marx a voulu faire, que le monde économique capitaliste est un monde profondément religieux. Qu'il est une sorte de monde religieux sécularisé, un monde religieux en acte, en pratique, en organisation, en institution, un monde religieux dans lequel les dieux n'existent pas seulement en représentation, mais les dieux existent sous forme de pratiques, d'institutions, d'organisations qui ont prise directe sur l'existence des hommes. Deux passages dans le Capital disent, à mon avis, très clairement la chose. Le premier se trouve au tout début du Capital, précisément dans ce chapitre où Marx, pour la première fois, utilise, à la fin de la dernière section du premier chapitre, du premier livre du Capital, dans lequel Marx traite du fétichisme de la marchandise,
Et donc, la première fois où il utilise le terme de fétichisme. Et il fait explicitement, Marx établit explicitement une analogie entre le monde marchand, l'univers marchand et l'univers religieux. L'univers marchand qui est, évidemment, pour Marx, la forme la plus superficielle, en même temps que la plus apparente, sous laquelle se présentent les rapports capitalistes de production quand ceux-ci sont parfaitement déployés. Voici ce que dit Marx. Il parle de la valeur, c'est un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici la forme fantastique d'un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie à ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là, les produits du cerveau humain ont l'aspect d'êtres indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde marchand. C'est ce qu'on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu'ils se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production. On voit bien que, pour Marx, le monde marchand est ici le parfait analogone du monde religieux, et que les marchandises sont en quelque sorte des avatars de divinités beaucoup plus importantes, dont on devine la présence derrière ce voile du monde marchand. On verra évidemment que la divinité majeure de ce panthéon, c'est le capital. Le second passage dans lequel cette référence directe à l'univers religieux par Marx apparaît se trouve exactement à la fin du Capital. Donc, on bondit à l'autre bout de l'œuvre et on se trouve au moment où Marx analyse les rapports de distribution, c'est-à-dire les rapports de répartition de la valeur en différentes fractions, notamment différentes formations des revenus, à travers laquelle l'ensemble de l'économie capitaliste se reproduit. Et Marx se livre à l'analyse très ironique, très acerbe d'une formule cardinale de l'économie politique, la fameuse formule trinitaire, terre, capital, travail, qu'il brocarde. Et la métaphore religieuse revient spontanément et de manière encore beaucoup plus nette sous sa plume. Voilà ce qu'il en dit. C'est le monde enchanté, donc il parle de cette formule trinitaire, c'est le monde enchanté et inversé, le monde à l'envers, vous voyez, j'invente pas le terme, figure sous la plume de Marx, le monde à l'envers où Monsieur le Capital et Madame la Terre, à la fois caractères sociaux, mais en même temps simples choses, dansent leur ronde fantomatique. Admirons au passage le style de Marx. C'est le grand mérite de l'économie politique classique d'avoir dissipé ses fausses apparences et ses illusions. L'autonomisation et la sclérose, c'est-à-dire la pétrification, des divers éléments sociaux de la richesse, la personnification des choses et la réification des rapports de production, cette religion de la vie quotidienne. Je dirais c'est le passage du Capital, retenez cette formule parce que c'est sans doute le passage du Capital dans lequel Marx le plus nettement définit le fétichisme. La personnification des choses, ce que j'ai appelé moi-même la déification, je me suis expliqué là-dessus, et la réification des rapports de production, cette religion de la vie quotidienne. Ce que Marx nous dit ici, clairement, c'est que dans le cadre des rapports capitalistes de production, la vie quotidienne dans ses aspects les plus immédiats, les plus matériels, prend une apparence religieuse, prend une forme religieuse, est prise dans des formes religieuses, et que Marx entend bien précisément défaire et dénoncer, pour commencer, cette apparence-là. Que le concept de capital, que le concept de fétichisme puisse ainsi se trouver, pourrait-on dire, comme deux serre-livres entre l'ensemble des pages de l'œuvre, au début et à la fin, dit bien que, en fait, il faut s'attendre à voir courir cette thématique du capital tout le long de l'œuvre, d'un bout à l'autre, et c'est ce que je voudrais montrer maintenant dans la deuxième partie de ma communication. Il y a de nombreuses façons de lire le capital. Je ne prétends pas, je dirais, livrer la manière de le lire. Mais en tout cas, il y a une manière qu'il ne faut absolument pas pratiquer lorsqu'on aborde le capital et qui malheureusement a été trop souvent pratiquée, c'est des manières d'écarisseurs. Sous prétexte d'extraire du capital les beaux morceaux, comme les beaux morceaux de la bête, on te le
coupe en morceaux, justement, et d'exhiber, par exemple, l'analyse de la formation de la plus-value, et d'exhiber le procès d'accumulation primitive, et d'exhiber le procès de formation d'un taux de profit moyen et de préférence, d'exhiber l'analyse de la baisse du dit taux de profit, et on en croit quitte avec le capital. C'est ce qui a été pratiqué trop longtemps, et qui est dommageable non seulement par le fait qu'on laisse tout le reste, évidemment, de côté, mais dommageable surtout au regard du fait que le capital, et Marx ne cesse d'y insister, est un tout qu'on doit prendre comme un tout et traiter comme un tout avec sa logique de tout. C'est-à-dire, non seulement tout entier, mais en essayant de percevoir l'unité et l'organisation des différents éléments qui le composent. Si on a bien appris cette idée, on peut déjà se donner une manière d'entrer dans ce tout, parce qu'évidemment ce tout est un monument, et comme la Sorbonne, on peut s'y perdre. Et il vaut mieux avoir quelques solides plans et boussoles et cartes pour s'y repérer. Une manière de s'y repérer, c'est de considérer le capital comme une espèce de phénoménologie de la valeur. Phénoménologie, c'est-à-dire une étude des différentes formes, des différentes apparences que revêt ce rapport social qu'est la valeur. Et Marx, en effet, exhibe cette phénoménologie en partant des formes les plus simples de la valeur, sous la forme de la marchandise, jusqu'à des formes extrêmement complexes, qu'on a difficile à imaginer au départ, ce qui a trait à toute cette économie de casino, cette économie de papier, comme dit Marx, qu'est l'économie fictive de la spéculation. Marx ne se contente pas d'enchaîner ainsi les formes, de les faire figurer comme dans une galerie de musées, des tableaux les uns derrière les autres. Il essaye de montrer que leur enchaînement répond à une logique. Cette logique n'est pas autre que celle de l'autonomisation de la valeur. Que faut-il entendre par autonomisation de la valeur? C'est un mouvement par lequel, un double mouvement, pourrait-on dire, enfin, un mouvement dans lequel je repère ici au moins deux dimensions, il y en a probablement d'autres, mais un double mouvement donc qui est d'abord un mouvement d'abstraction grandissante. La valeur prend des formes de plus en plus abstraites, c'est-à-dire des formes où elle se détache de plus en plus de son contenu social, pour Marx évidemment le travail social, pour devenir l'expression de lui, une abstraction in actu, c'est ainsi qu'il définit la valeur, une abstraction en acte, une abstraction concrète. Marx montre que l'abstraction, en analysant la valeur, Marx montre que l'abstraction n'est pas seulement un processus mental, mais que l'abstraction peut tenir à des processus réels, par exemple au processus par lequel la valeur, comme rapport social, se détache de son contenu. Cette abstraction grandissante se double d'une opacité grandissante, ou plus exactement une opacification grandissante des rapports sociaux. C'est-à-dire que ce rapport social, en s'abstrayant de plus en plus, rend aussi de moins en moins intelligible, de moins en moins compréhensible les rapports sociaux, brouille de plus en plus pour étournir les cartes. Ce que je voudrais montrer, c'est que le fétichisme de la valeur a à voir avec ces deux opérations d'abstraction grandissante et d'opacification grandissante. Plus exactement, le fétichisme va se présenter à la fois comme une dimension de cette autonomisation, comme un résultat de cette autonomisation, en même temps que comme la condition de cette autonomisation. Il y aura chez Marx constamment ce double mouvement, de montrer comment le fétichisme accompagne l'autonomisation progressive de la valeur et ses effets d'opacification des rapports sociaux, des rapports de production, en même temps que de montrer, même si ce deuxième mouvement est moins présent et moins accentué, même si Marx y consacre moins de place et moins de temps que le précédent, il est bien présent, de montrer combien ce fétichisme, en même temps qu'il est le résultat de cette autonomisation, en est l'une des conditions d'existence. Et je voudrais partager ma deuxième partie entre ces deux mouvements. Montrer tout d'abord donc comment
le fétichisme se présente comme accompagnant, en quelque sorte, ce mouvement d'autonomisation progressive de la valeur. Quand Marx produit sa phénoménologie de la valeur dans le Capital, il procède, pourrait-on dire, en deux temps, enfin en deux mouvements, en 2 fois 3 temps, pourrait-on, en deux mouvements partagés chacun en 3 temps. Un premier mouvement très rapide, qui mène de la marchandise au capital. Et un deuxième mouvement beaucoup plus lent, qui occupe bien davantage le capital, qui mène du capital réel au capital fictif. Et à chaque temps de chacun de ces mouvements, on va voir, et vous verrez que ces temps peuvent se décomposer eux-mêmes en des temps intermédiaires. Heureusement qu'il ne s'agit pas de valser tout ça parce qu'on s'embrouillerait les quilles. À chaque temps de ces 2 fois 3 mouvements, on va voir la valeur à la fois s'autonomiser un peu plus et le fétichisme évidemment devenir plus consistant jusqu'à se réaliser dans cette parfaite objectivation des rapports sociaux et personnification des choses ainsi objectives. Premier mouvement donc celui qui mène de la marchandise au capital. Au niveau de la marchandise, quelle forme prend le fétichisme? Il prend en fait une forme encore à peine perceptible, à peine le perçoit-on comme tel, et on a du mal au départ à comprendre, et même que Marx y insiste. On ne peut comprendre l'insistance qu'il met à développer l'analyse du fétichisme de la marchandise dans le dernier chapitre, dans la dernière section du premier chapitre, que lorsqu'on comprend qu'il ne fait qu'ici anticiper en quelque sorte des développements qui vont devenir récurrents par après. Les marchandises se présentent en fait pas comme des objets qui ont une double caractéristique. D'une part, elles sont interchangeables, elles s'échangent entre elles, elles présentent un caractère d'interchangeabilité. Je peux échanger du blé contre, par exemple, de la fonte de fer, n'est-ce pas, alors qu'elles n'ont rien en commun, tout simplement, dit Marx, parce qu'elles matérialisent à titre divers un même travail social moyen, un même travail au sens abstrait du terme. Ici, au contraire, dans le fétichisme, cette détermination part et les marchandises semblent s'échanger entre elles en vertu du fait qu'elles ont une qualité un peu mystérieuse, une capacité un peu mystérieuse à s'échanger leur valeur. Elles sont pourvues de valeur, sans qu'on sache exactement en quoi ça consiste, et cette qualité de valeur les rend interchangeables. De la même manière, les marchandises sont intercommensurables. Je peux mesurer la valeur de la fonte de blé dans une certaine quantité du pain, de la même manière que je peux mesurer la valeur du blé dans une certaine quantité de la fonte de fer. Cette capacité qu'ils ont à se mesurer réciproquement, Marx montre qu'elle dépend des proportions nécessairement différentes dans lesquelles les différents travaux productifs matérialisent le travail social moyen. Ici, au contraire, cela apparaîtra comme l'expression du fait qu'elles contiennent, chacune de ces marchandises par elles-mêmes, une certaine quantité de cette mystérieuse qualité de valeur qui les rend commensurables. Avec la monnaie qui, Marx le montre, n'est-ce pas, apparaît par le mouvement de déploiement de la valeur dans la forme marchandise, qui apparaît historiquement, évidemment dans un processus très complexe, comme le résultat du développement des rapports marchands. Dans la monnaie, le fétichisme prend déjà un tour plus consistant, puisqu'il va consister dans la croyance inhérente à la pratique de l'argent, c'est-à-dire sans laquelle l'argent ne peut pas exister comme médiation pratique des échanges, dans cette croyance donc que certains métaux précieux, l'or, l'argent, auraient par eux-mêmes, en leur qualité de métaux précieux, par leur simple qualité intrinsèque de métaux précieux, la capacité à matérialiser, à représenter et à mesurer la valeur. Tout se passe en quelque sorte comme si on considérait, et l'on considère de fait, n'est-ce pas, que l'or en tant qu'il est or, l'argent en tant qu'il est argent, le cuivre, le cas échéant en tant qu'il est cuivre, aurait en tant que tel intrinsèquement la capacité de matérialiser de la valeur.
Le capital, et avec lui s'achève le premier des deux mouvements précédents, avec le capital, le fétichisme de la valeur va prendre une forme, cette fois-ci, dynamique. Puisque le capital se présente, dit Marx, comme une valeur en procès, c'est-à-dire comme une valeur qui, à travers un incessant procès cyclique, au cours duquel elle revêt alternativement la forme de marchandise et d'argent, au cours duquel elle s'échange constamment de sa forme marchandise à sa forme argent, et réciproquement, au cours duquel donc à la fois elle va se conserver et elle va s'accroître. Qu'est-ce que c'est du capital en définitive? C'est de l'argent que l'on avance dans la circulation, mais qui, contrairement à ce qui se passe lorsque on avance de l'argent comme simple argent dans la circulation et qu'il se trouve dépensé, le repas que j'ai pris à midi, je l'ai payé, j'ai sorti de l'argent pour le payer, cet argent, je ne le reverrai plus jamais. Il est parti. Évidemment, l'aubergiste me fera remarquer que le repas qui m'a servi ne le reverra pas davantage puisque je l'ai englouti. Ici, au contraire, avec la capitale, c'est de l'argent que l'on avance dans la circulation et qui, oh, chose curieuse, fait retour vers celui qui l'a avancé, mais il lui revient, alors, chose encore plus curieuse, et alors là, évidemment, c'est toute la magie du capital qui commence à se mettre en place, qui revient non seulement intact, comme tel, mais qui revient engrossé, accru d'une plus-value, d'une survaleur, d'une valeur supplémentaire. C'est cette valeur donc capable, dans un processus cyclique, de se conserver et de s'accroître. Et évidemment, naît ainsi l'idée que, avec le capital, la valeur est capable de se conserver et de s'accroître par elle-même. Mystification, dit Marx, qui nous explique quel est le mécanisme qu'il y a derrière cela. Et tout le monde le connaît, le secret de Polichinelle, nous entre nous. C'est évidemment la consommation productive de la force de travail qui permet, elle seule, à la fois de conserver la valeur qui a été avancée, la transmettre aux produits nouveaux, et en même temps de l'accroître. Et le fétichisme du capital va consister alors exactement dans l'occultation de ce processus, dans l'occultation du processus de consommation productive de la force de travail, à travers laquelle, évidemment, seule la valeur peut se conserver et s'accroître. Cette occultation, alors on va en suivre maintenant, je vais déployer les différentes formes, cette occultation, et c'est un véritable tour de force de la part de Marx, qui a été peu perçu dans le commentaire qui a été fait. Il s'agit de la section 4 du livre 1 du Capital. Cette occultation, elle se produit, pourrait-on dire, sous nos yeux, lorsqu'on regarde le procès, lorsqu'on scrute le procès à l'intérieur duquel, au contraire, le mécanisme de consommation productive, le procès de consommation productive à force de travail a lieu, à savoir le procès de travail, peut-être dans le procès de travail tel qu'il est approprié par le capital. Marx montre très longuement, et c'est pour ça qu'il consacre beaucoup de temps, entre autres, à expliquer ce qui se passe lorsque le capital passe de la coopération simple à la manufacture, de la manufacture à l'industrie mécanique, et qu'il anticipe dans les Grundrisse, pas dans le capital, mais dans les Grundrisse, le stade de l'automation. Son enjeu n'est pas seulement de montrer que de cette manière-là, le capital accroît l'intensité du travail, accroît la productivité du travail, donc crée les conditions d'une valorisation supplémentaire de lui-même, accroît, autrement dit, l'exploitation, ni même de montrer que de cette manière-là s'accroît la domination qui, dans le procès de travail même, pèse sur les travailleurs de la part du capital. L'un des enjeux de cette analyse de la soumission réelle du travail au capital, puis c'est de ça qu'il s'agit, c'est de montrer, pour Marx, que de cette manière, le capital s'approprie littéralement les forces du travail vivant. Du travail vivant du simple travailleur individuel, mais du travail vivant du travailleur collectif qu'il constitue. Il s'en approprie les puissances productives, dit Marx, et il les matérialise dans un corps qui lui est propre. Le capital fixe, le système des machines. Et il peut alors, à partir de là, donner l'illusion que la valeur qui est créée, c'est une valeur qu'il crée lui-même, et que lui seul crée. Car au fur et à mesure où diminue la quantité de travail vivant qui se trouve ainsi mis en œuvre directement par le capital, il peut sembler qu'en effet la survaleur qui, au contraire, va en s'accroissant, ne semble due qu'au capital même. Cette illusion que cette survaleur serait due au capital, cette illusion, elle s'accroît avec
l'intervention du procès de circulation. D'une part parce que dans le procès de circulation, il n'est plus question évidemment de consommation productive de force de travail. De consommation productive, il y a bien des forces de travail qui sont mises en jeu, mais d'une manière improductive. Le procès de production paraît un simple détour auquel le capital est obligé de consentir dans ces métamorphoses cycliques, mais aussi parce que, littéralement parlant, c'est dans le procès de circulation que se réalise la valeur et la plus-value, qu'elle apparaît comme telle, qu'apparaît la survaleur qui a été formée sans doute dans le procès de production, mais qui émerge et qui apparaît comme telle que dans le procès de circulation et semble due par conséquent à ce procès. De plus, Marx montre que les incidences purement négatives du procès de circulation sur la valorisation du capital ne fait qu'accréditer encore l'idée que le procès de circulation puisse avoir à voir avec la valorisation en question. Lorsqu'on réunit cette fois-ci les deux procès de production et de circulation, comme Marx le fait dans le livre 3, pour étudier les formes qui ne sont compréhensibles que sur la base de ces deux procès, le fétichisme, l'autonomisation de la valeur, et le fétichisme qui est lié, s'accroissent encore. Les premières formes que Marx analyse ici sont les formes profit et taux de profit. Et Marx montre tout de suite le caractère fétichiste de ces deux formes. Le profit apparaît comme le simple excédent de la valeur qui a été réalisée au terme du procès de production et de circulation sur la valeur qui a été avancée, ou plus exactement dépensée dans le procès. Et évidemment, dans la forme profit, la nature même du profit, son caractère de travail social non payé disparaît complètement. La chose est encore plus opaque, pourrait-on dire, la forme est encore plus opaque lorsqu'on analyse le taux de profit, puisque le taux de profit consiste à rapporter le profit à l'ensemble du capital avancé, cette fois-ci à l'ensemble du capital avancé, sans distinction aucune des différentes fractions de ce capital, qu'il s'agisse de capital constant ou de capital variable, qu'il s'agisse de capital fixe ou de capital circulant, qu'il s'agisse de capital productif ou de capital de circulation, simplement destiné à réaliser l'opération à production. C'est tout le capital avancé qui semble être le père et le père unique du profit. En quelque sorte, dans la forme taux de profit, tout se passe comme si tout le capital, quelles qu'en soient les fractions, quelles que soient les formes concrètes qu'il puisse réaliser, et rien que le capital, à l'exclusion du travail, soit source de cette valorisation. On a évidemment, à partir de là, déjà une forme très consistante sous laquelle se présente le fétichisme du capital, c'est-à-dire cette apparence d'autovalorisation du capital. Cette apparence prend encore plus de consistance lorsque du taux de profit, on passe à la catégorie du taux de profit moyen, puisque Marx montre que ce taux de profit moyen, d'une part, il explique pourquoi il est nécessaire qu'il se forme, il est nécessaire qu'il y ait un taux de profit uniforme dans toutes les branches de la production capitaliste, sinon tout le dynamisme de la production capitaliste se trouverait bloqué, mais expliquer aussi, non seulement pourquoi il doit se produire, mais comment il se produit par le mouvement de va-et-vient incessant des capitaux d'une branche de production à l'autre et la concurrence que les capitaux se mènent à l'intérieur de ces différentes branches. Le résultat en est que n'importe quel capital avancé dans n'importe quelle branche de production, donc quelles que soient en définitive les conditions concrètes dans lesquelles opère le capital dans une branche de production donnée, se trouve garanti d'être valorisé de la même manière. En quelque sorte, à partir de là, il est clair que, en apparence, le capital ne doit sa valorisation qu'à lui-même. Il apparaît alors capable de se conserver et de s'accroître en tant que valeur du seul fait de sa qualité de valeur. Et Marx y insiste clairement, je le cite, et dans cette forme, il s'agit du taux de profit moyen, complètement aliéné du profit, donc, et dans la mesure où la configuration du profit en dissimule le noyau interne, c'est-à-dire l'exploitation du travail, la consommation productive de la force de travail, le capital acquiert de plus en plus une figure objective, une figure de chose, et de rapport qu'il est, rapport de production qu'il est, se transforme de plus en plus en chose, mais en chose qui a incorporé le rapport social, donc qui a incorporé en elle-même l'activité productive comprise dans ce rapport, qu'il a absorbé, en chose qui se comporte vis-à-vis de soi-même comme pourvu d'une vie et d'une autonomie fictive, être à la fois perceptible et immatériel.
Cette réification du rapport capitaliste et cette personnification des formes réifiées, elle va encore se développer, et elle va encore se durcir et s'amplifier lorsque Marx passe à l'analyse des formes que prend le capital dès lors qu'il s'autonomise dans le procès de circulation, dès lors que se forme, autrement dit, le capital marchand. Car dans la forme du profit marchand, profit commercial ou profit bancaire, car il existe un profit bancaire à strictement parler, toute trace d'un rapport d'exploitation, c'est-à-dire d'un procès entre capital et travail, disparaît. N'est-ce pas? Il y a là, semble-t-il, la capacité du capital à se conserver et à s'accroître, donc à se valoriser dans un procès cyclique, uniquement en faisant circuler de la marchandise et de l'argent. Dans la forme ultérieure, partie intégrante du capital marchand, le capital financier, sous la forme du capital de prêt, la valeur semble capable de se développer en une somme de valeurs supérieures, supplémentaires et supérieures, strictement par elle-même, sans même avoir besoin de s'échanger contre une quelconque marchandise, sans avoir besoin de passer par la médiation de la marchandise. C'est la forme A', celle que pratique volontiers votre banquier, qui vous prête non moins volontiers l'argent, à condition, que vous lui rendiez, et évidemment que vous lui rendiez engrossé d'un intérêt. Là, l'argent semble avoir littéralement acquis la capacité à produire de l'argent. Et la réification du rapport capitaliste, ainsi que la personnification de la forme réifiée, quel intérêt, prend alors une forme telle que le fétichisme semble être à son comble, car nous allons voir tout de suite qu'il y a encore mieux en la matière. Marx s'exprime à ce sujet. Je n'ai pas pu citer tous les passages du Capital où Marx traite du fétichisme, je n'ai pris ici que l'un ou l'autre. Avec le capital porteur d'intérêt, le rapport capitaliste atteint sa forme la plus extérieure, la plus fétichisée. Nous avons ici A-A', donc A contre A', de l'argent produisant de l'argent, une valeur se mettant en valeur elle-même, sans aucun procès qui serve de médiation aux deux extrêmes. Dans le capital porteur d'intérêt se trouve achevée l'idée du fétiche capitaliste, la conception qui attribue au produit accumulé du travail, fixé comme argent, la force de produire de la plus-value grâce à une qualité secrète, innée, de façon purement automatique et suivant une progression géométrique. On pourrait encore aussi prendre cela comme une définition du fétichisme, n'est-ce pas? La conception qui attribue au produit accumulé du capital, fixé comme argent, la force de produire de la plus-value grâce à une qualité secrète. Le développement ultime que Marx consacre aux métamorphoses de la valeur dans le capital nous fait pénétrer dans un univers qui mériterait à lui seul de long développement, pas le capital fictif, c'est-à-dire cette forme de capital qui se constitue sur la base d'une opération tout à fait fictive de capitalisation, que Marx appelle de capitalisation, c'est-à-dire qui consiste à considérer comme un capital toute source de revenus réguliers ou de revenus escomptés, le cas échéant, simplement escomptés, dès lors qu'évidemment elle est source de ce revenu ou qu'elle est escomptée pouvoir être source de ce revenu, quelle que soit cette source. Il peut s'agir de terre, il peut s'agir de titres de propriété, il peut s'agir de titres de valeur mobilière, etc., etc. On capitalise ces revenus, c'est-à-dire on les considère comme s'ils étaient engendrés par un capital qui, placé au taux d'intérêt courant, rapporterait ce revenu. Et l'intérêt de la chose, c'est que, évidemment, de cette manière-là, on va pouvoir doter ces titres de propriété et de crédit, car c'est essentiellement de tels titres qu'il s'agit, on va pouvoir les créditer d'une valeur fictive et les mettre en vente, les acheter, les vendre et spéculer sur leur cours. C'est évidemment ce que je viens de vous décrire, c'est le mécanisme de base, très élémentaire, mais ça se réduit finalement à cela, de la spéculation financière. De cette manière-là, évidemment, on va pouvoir engendrer des plus-values, entre guillemets, c'est-à-dire vendre plus cher des titres que l'on
n'a acheté moins cher ou au contraire racheté moins cher des titres qu'on en a vendus plus cher, on peut réaliser donc des plus-values tout à fait réelles sur la base de valeurs fictives, à condition de courir le risque évidemment d'encaisser le cas échéant des moins-values non moins retentissantes, surtout lorsque l'ensemble de l'édifice s'écroule en montrant que ces titres n'avaient pour toute valeur que celle du papier sur lequel ils étaient imprimés. Ainsi, dit Marx, commentant ce jeu, il ne reste absolument plus trace d'un rapport quelconque avec le procès réel de mise en valeur du capital, et l'idée d'un capital considéré comme un automate capable de créer de la valeur par lui-même s'en trouve renforcée. Voilà une autre formule que l'on pourrait retenir pour définir le fétichisme. Un automate capable de créer de la valeur lui-même. Bon, je vous ai soumis à rude épreuve, j'en ai bien conscience, en vous faisant visiter au pas de charge, et même au triple galop, cette galerie de portraits que constitue le portrait de la valeur en procès que constitue le capital, mais simplement pour vous convaincre qu'aux différentes étapes de l'analyse par Marx du processus d'autonomisation de la valeur, on voit toujours poindre le fétichisme comme une dimension constitutive de cette autonomisation. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi s'arrêter là-dessus? Pourquoi Marx, d'abord, s'arrête-t-il là-dessus? C'est-à-dire, quel est pour lui l'enjeu de cette analyse du fétichisme de la valeur? Ce faisant, j'aborde l'autre moment que j'ai annoncé, à savoir montrer en quoi le fétichisme de la valeur est non seulement un résultat de l'autonomisation, mais une condition de cette autonomisation. Dans quelques passages du Capital, et plus précisément, c'est plus net dans des passages de certains des manuscrits préparatoires au Capital, en particulier de ceux qui ont été publiés par Kautsky, par Engels et Kautsky. Engels l'avait préparé, Kautsky l'a publié, sous le titre des théories sur la plus-value, qui sont des extraits de manuscrits que Marx a écrits entre 1861 et 1863. Marx utilise une terminologie qui est peu courante sous sa plume, et il distingue et il oppose ce qu'il appelle le mouvement ésotérique du capital à ce qu'il appelle le mouvement exotérique du capital. Alors le mouvement ésotérique du capital, c'est le mouvement du capital dont il cherche à comprendre évidemment le mécanisme de fond, la logique, celle qui justement opère derrière les apparences du fétichisme. Quant au mouvement exotérique du capital, c'est le mouvement apparent que celui-ci prend sous la forme de la circulation marchande et monétaire habituelle. L'un des enjeux du concept de fétichisme, c'est précisément de désigner en quoi consiste ce mouvement exotérique. Le mouvement exotérique du capital, c'est ni plus ni moins que le déploiement de ce fétichisme. Et cela permet de comprendre qu'avec le fétichisme, on n'a pas d'abord affaire à des illusions, à des représentations. On a affaire, c'est la catégorie philosophique qui devrait prévaloir lorsqu'on analyse le fétichisme, n'est pas que celle de l'illusion, c'est bien celle de l'apparence. Ce que Marx cherche à comprendre, c'est pourquoi le mouvement apparent du capital diffère de son mouvement réel. Mais en bon dialecticien qu'il est, et c'est ce à quoi je vais vous mener, il cherche aussi à nous faire comprendre, Hegel n'est évidemment pas très loin, comment et pourquoi l'apparence, elle aussi, fait partie de l'essence, c'est-à-dire l'apparence, elle aussi, procède à la production de la réalité. Autrement dit, Marx ne se contente pas d'opposer ainsi mouvement exotérique et mouvement ésotérique, il essaye de montrer comment ces deux mouvements, bien que se niant l'un l'autre, se produisent aussi l'un l'autre. Comment le mouvement ésotérique, le mouvement réel engendre le mouvement exotérique, le mouvement apparent, ça c'est ce que je viens de vous montrer, mais aussi comment le mouvement exotérique, le mouvement apparent, engendre le mouvement ésotérique, le mouvement réel. C'est-à-dire comment le fétichisme procède, lui aussi, participe lui aussi de la production
du mouvement du capital. Autrement dit, ce que Marx essaie de comprendre, c'est en quoi les représentations fétichistes sont des représentations, et les apparences fétichistes sont des apparences tout à fait fonctionnelles au regard du capital. Que le capital ne pourrait pas fonctionner réellement s'il n'était pas pourvu, doté, accompagné de ces apparences et de ces illusions fétichistes. Alors, pour le montrer, il faudrait que je reprenne toute la démarche que j'ai menée, mais là, je sens que je vous découragerai. Donc, j'ai pitié et je ne prendrai qu'un moment. Qu'un moment. Ça va pour montrer sur un moment. Et on va revenir sur ce moment, qui n'est pas n'importe quel, qui sont ces formes, que sont ces formes fétichistes particulières, que sont le profit et le taux de profit. Rappelez-nous, le profit, c'est cette forme fétichiste du rapport capitaliste de production dans lequel celui-ci apparaît comme étant capable, en tant que capital, rien que comme capital, mais tout comme capital, quelles qu'en soient les fractions, de se conserver et de s'accroître. C'est cette forme dans laquelle rien que le capital, mais tout le capital semble permettre la conservation et l'accroissement de la valeur. Le capital apparaît alors à ce moment-là comme possédant en effet une mystérieuse capacité de se valoriser. Et Marx va essayer de montrer que le capitaliste doit être intimement convaincu de cette capacité, sans quoi il ne pourrait pas fonctionner comme capitaliste. C'est très exactement son caractère de fonctionnaire du capital, comme Marx le définit, qui est ici en jeu. Ce fonctionnaire ne pourrait pas opérer comme fonctionnaire du capital sans ce fonctionnaire soit en proie, pourrait-on dire, à cette apparence et à cette illusion. En effet, imaginez-vous un moment, même si ça doit vous donner des frissons, dans la peau d'un capitaliste. Que devez-vous savoir? Tout le savoir et tout le savoir-faire du capitaliste consiste en définitive en une chose extrêmement simple. Il doit savoir, mais ça il doit le savoir d'une manière assez certaine, sans trop se tromper là-dessus, parce qu'il y va justement de son existence, le capitaliste. Il doit savoir en gros quelle quantité de valeur il doit avancer et à quelles conditions, et quelle quantité de valeur il est en droit d'escompter, retirer du processus qu'il a ainsi mis en œuvre. Autrement dit, il doit être capable de rapporter l'une à l'autre la quantité de valeur avancée sous forme de capital et la quantité de valeur réalisée au terme de métamorphose complexe de cette valeur capitale avancée sur laquelle on ne reviendra pas. Rapporter ces deux valeurs l'un à l'autre, c'est très exactement ce qui se produit selon qu'on les rapporte sous le mode de la soustraction et on a le profit, ou sous le mode de la division et on a le taux de profit. On voit immédiatement, évidemment, que de cette manière-là, ces deux valeurs, profit et taux de profit, pour fétichistes qu'elles soient dans leur forme et dans la manière dont elles fétichisent le contenu du travail social, n'en ont pas moins une signification, une importance cruciale, puisque c'est en fonction de ces données-là que le capitaliste va prendre toute une série de décisions d'investissement ou de désinvestissement, d'entrée sur les marchés ou de sortie de certains marchés, des stratégies de conquête dans de certains territoires, de certains marchés par conséquent, ou non, des opérations de fusion ou d'acquisition se prendront également en fonction précisément de calculs qui, en définitive, rapporteront toujours ces deux grandeurs les unes aux autres. Donc, toute la gestion du capitaliste individuel repose sur, pourrait-on dire, le fait de donner encore plus de consistance à ces apparences fétichistes que constituent les formes taux de profit. La manière même dont le capitaliste les traite ne fait encore que durcir la consistance de ces formes fétichisées. Mais la démonstration de Marx va au-delà. Elle montre que ce faisant, le capitaliste ne se rend pas seulement service à lui, pourrait-on dire,
il ne travaille pas seulement dans le sens de ses intérêts propres, il travaille aussi, et plus fondamentalement même, à réaliser une condition qui est nécessaire à la reproduction du capital dans son ensemble. C'est-à-dire, il travaille à la réalisation de cette condition déjà signalée sine qua non du développement de la production capitaliste, qu'est la réalisation d'un taux de profit moyen. Nous savons que ce taux de profit moyen se réalise moyennant le fait que, arbitrant en fonction des différentiels de taux de profit qui peuvent se produire un moment entre différentes branches de production, les capitalistes investissent ou désinvestissent, tendent à se retirer des branches de production où le taux de profit tend à faiblir pour investir dans des branches de production où le taux de profit est ponctuellement, momentanément supérieur, et que ce mouvement de va-et-vient est le mouvement même par lequel s'égalise en définitive le taux de profit. Si les capitalistes agissent ainsi, c'est qu'ils sont parfaitement convaincus qu'il suffit même pour qu'un capital se valorise, et qu'il se valorise à égalité de conditions de n'importe quel capital, avancer une certaine masse d'argent sous forme de capital dans une branche déterminée pour que celle-ci se trouve valorisée en fonction de sa masse seule, le taux étant en quelque sorte garanti. De cette manière-là, on voit bien que l'apparence fétichiste du profit et du taux de profit, la croyance en cette apparence qui ne fait que renforcer l'apparence en question, est la condition même de pratique adéquate au comportement capitaliste, adéquate à la réalisation de cette condition générale de la reproduction du capital social qu'est la formation de taux de profit. La fonctionnalité donc de ces formes fétichisées du rapport capitaliste que sont le profit, je vois qu'on est passé au régime de l'économie, d'énergie, que ces formes fétichisées donc se trouvent fonctionnelles non seulement au regard des intérêts du capitaliste individuel, mais aussi, et pourrait-on dire du même coup d'ailleurs, fonctionnelles au regard des intérêts généraux de la classe capitaliste, plus exactement des intérêts impersonnels de la reproduction du rapport capitaliste de production. On pourrait conclure en généralisant, en disant que le fétichisme du rapport capitaliste est une des conditions même de la reproduction de ce rapport. C'est une des conditions mises à un comportement adéquat du comportement capitaliste à la reproduction de ce rapport. C'est une thématique qui peut paraître assez curieuse, mais que Marx esquisse à plusieurs reprises. Par exemple, non pas tant dans le Capital, mais encore une fois dans certains passages des théories de la plus-value, où il reprend, il développe par anticipation ce qui va devenir le passage qu'il consacre à l'analyse railleuse, ironique de la formule trinitaire, et où il montre comment précisément la consolidation sous un mode fétichiste des différents revenus, le salaire comme revenu du travail, la rente comme revenu de la terre, le profit comme revenu du capital, que cette consolidation fétichiste et les anticipations auxquelles ces consolidations fétichistes donnent lieu sont la condition même de la reproduction au niveau des agents singuliers de l'ensemble du capital social. Il y a là d'ailleurs des accents qui sont assez curieux. Des keynésiens devraient se pencher là-dessus, notamment le terme même d'anticipation, dont on sait le destin chez Keynes, se trouve ici tout à fait pointé par Marx. Bon, c'est une autre piste à explorer dans ce trésor dont le fond est inépuisable qu'est le capital. J'en aborde la troisième dernière partie de mon propos, qui sera plus court, rassurez-vous, pour évoquer rapidement les différentes raisons, enfin au moins deux, de la méconnaissance de l'analyse du fétichisme au sein du capital. Bon, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a matière à se pencher sur cette thématique dans le capital, et donc la question initialement pointée dans mon introduction
implicitement du moins, des raisons de l'absence de curiosité à l'égard de ce thème, cette question est incontournable. Je vois au moins deux raisons. La plupart des auteurs qui se penchent sur le capital, marxistes ou anti-marxistes, travaillent avec un concept du capital qui est un concept réducteur par rapport à celui à partir duquel opère Marx, qui est celui de valeur en procès, aborde le capital uniquement comme rapport de production. Certes, la définition du capital comme rapport de production est une définition absolument fondamentale. Celui qui ne comprend pas que le capital est d'abord un rapport social, et un rapport social de production dont les caractéristiques fondamentales sont l'expropriation des producteurs, la transformation de la force de travail en marchandise et la production, formation de plus-value à partir de la consommation productive de la force de travail, n'a rien compris à Marx, bien évidemment. Mais avoir compris cela est sans doute une condition nécessaire, mais encore une condition parfaitement insuffisante pour pouvoir suivre les développements du concept de capital dans le capital. Car, encore une fois, le capital doit se comprendre comme une phénoménologie de la valeur. Une phénoménologie de la valeur dans laquelle, pourrait-on dire, Marx analyse des formes de la valeur anté-capitaliste, et anté-capitaliste, j'entends ici le anté comme une antériorité logique, mais qui est aussi d'ailleurs une antériorité chronologique. La marchandise et l'argent ont existé bien avant que le capital comme rapport de production existe, ainsi que des formes qu'on pourrait dire postérieures, lorsque, bien que Marx articule évidemment parfaitement les deux, il traite du développement du capital fictif. On est, pourrait-on dire, dans un régime qui fait sortir de la sphère du capital comme rapport de production à proprement parler. Cette catégorie de la valeur, Marx en fait d'emblée, pourrait-on dire, sa marque de production propre. Dès les premières pages du Capital, il dit attention, attention, nouveauté. Je fais quelque chose que personne n'a jamais fait avant moi, et c'est vrai. Voilà, il dit l'économie politique a bien, il est vrai, analysé la valeur et la grandeur de valeur, quoique d'une manière imparfaite. Mais elle ne s'est jamais demandé pourquoi le travail se représente dans la valeur et la mesure du travail par sa durée, dans la grandeur de valeur des produits. Des formes, donc, forme valeur et quantité de valeur, des formes qui manifestent au premier coup d'œil, condition de l'avoir exercé, Marx là, au premier coup d'œil, qu'elles appartiennent à une période de l'histoire sociale dans laquelle la production et ses rapports régissent l'homme, au lieu d'être régis par lui, voilà encore la thématique du monde à l'envers, de l'univers capitaliste, lui paraissent, à l'économie politique, lui paraissent à sa conscience bourgeoise une nécessité naturelle, une nécessité aussi naturelle que le travail productif lui-même. Rien d'étonnant qu'elle traite les formes de la production sociale qui ont précédé la production bourgeoise, comme les pères de l'Église traitaient les religions qui ont précédé le christianisme. Soit dit en passant, ça revient une fois de plus à dire, le capitalisme, c'est la forme sécularisée du christianisme. Et les économistes ne sont jamais que les pères de l'Église qui décrivent les rapports de production pré-capitalistes comme étant des rapports tout à fait antinaturels, alors que les vrais rapports de production, c'est bien connu, vous avez qu'à écouter Alain Minck, sont les rapports capitalistes. Ce que Marx dit immédiatement, c'est que l'économie politiste a sans doute pu, et encore très maladroitement, il vise ici directement ceux par rapport auxquels il tient à se démarquer, Adam Smith, David Ricardo, à analyser la grandeur de valeur et la substance de la valeur, mais ils n'ont été incapables d'analyser la forme même de la valeur. Pourquoi y a-t-il de la valeur? Vous savez, Marx, pourrait-on dire, c'est quelqu'un, en ce sens-là, c'est un parfait métaphysicien. C'est quelqu'un qui se demande pourquoi y a-t-il de la valeur plutôt qu'autre chose. Pourquoi y a-t-il la marchandise? Pourquoi vivons-nous dans un monde où il y a de la marchandise et de l'argent? Et ne croyez pas que j'invente. Il dit ça dès la première phrase du Capital. Les sociétés dans lesquelles domine le mode de production capitaliste se manifestent comme une immense accumulation de marchandises. Sortez dans les rues, vous verrez que ça. On a plein les vitrines et plein les rues, ça les obstrue, ça appelle ça des automobiles. D'accord ?
Et il se demande comment c'est possible, comment la marchandise est possible. Et pour ça, évidemment, il faut fournir une généalogie, non pas seulement une genèse, mais une généalogie de la forme valeur. Et Marx fournit cette analyse de la valeur comme forme du travail social. Il essaie de comprendre à quelles conditions le travail social prend la forme de la valeur. Et il analyse cette forme. Il analyse en montrant que son enchaînement conduit à une autonomisation grandissante de la valeur et une abstraction grandissante, et par conséquent aussi une opacité grandissante. Il montre que le capital apparaît au cours de cette autonomisation, précisément comme le moment où la valeur se pose en apparence avec cette capacité à se reproduire par elle-même. Et il montre, évidemment, que le fétichisme est une dimension constitutive de ce mouvement. Autrement dit, il est impossible, c'était le sens de mon premier point, dans cette troisième partie, il est impossible de comprendre l'importance et tout simplement l'existence de cette dimension de fétichisme dans le capital si on n'aborde pas le capital à partir de ce concept de valeur en procès. Il y a une deuxième raison de la méconnaissance et elle est plus fondamentale. Quand on lit un livre, il vaut mieux commencer par lire la couverture, son titre et son sous-titre. Or, il y a un sous-titre au capital. Et ce n'est pas n'importe quel sous-titre. Le sous-titre du capital, c'est critique de l'économie politique. Et on serait bien venu de s'en souvenir parce que, en fait, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à la rédaction définitive de ce qui va être publié comme étant le capital, Marx a intitulé tous ses manuscrits « Critique de l'économie politique ». D'accord? Alors, c'est pour des raisons bien particulières, sur lesquelles je ne reviendrai pas, qu'il finit par donner le titre de capital. Mais le propos de Marx est bien un propos de critique de l'économie politique. Alors de cela, on a généralement voulu comprendre ce sous-titre que d'une manière extrêmement réductive. Certes, on dit Marx a critiqué l'économie politique. L'économie politique de son temps, la science économique. Il a voulu faire mieux que les économistes de son temps. Il a voulu faire une œuvre économique plus complète que les économistes eux-mêmes. Alors certes, il y a aussi cette ambition chez Marx. Il y a bien chez Marx l'ambition de nous fournir la compréhension du mouvement ésotérique du capital. Il rappelle encore lui-même, dans les passages que je viens de lire, que les économistes n'y sont pas parvenus parce qu'ils n'ont pas été capables de comprendre la forme de la valeur comme une forme historique déterminée du travail social. Mais l'objet de la critique de l'économie politique, donné comme sous-titre, ce n'est pas seulement la science économique. Ce que Marx vise plus fondamentalement, ce n'est pas seulement l'économie politique comme science, mais c'est l'économie politique comme réalité. Ce n'est pas seulement l'économie politique comme représentation, mais l'économie politique comme monde, comme aurait dit Arthur. Schopenhauer. Si j'avais à résumer d'un mot la critique du monde capitaliste, de l'économie politique comme monde que Marx déploie, je dirais qu'il dénonce en lui, et on l'a rencontré à plusieurs reprises, la métaphore est constante sous sa plume, il dénonce dans ce monde de l'économie politique, c'est-à-dire dans l'univers capitaliste, un monde à l'envers. Un monde à l'envers, c'est-à-dire, la métaphore est tissée de multiples façons, un monde dans lequel les producteurs sont dominés par leur propre production, devenus autonomes, leur propre produit autonomisé sous forme de marchandises et d'argent, leur propre force productive, autonomisée sous forme du corps mort du capital, le capital fixe. Un monde, par conséquent, dans lequel les hommes sont gouvernés par les choses, mais bien plus encore, fondamentalement, un monde dans lequel ces choses, précisément parce qu'elles prennent une forme autonome, apparemment autonome, sont capables de se poser en véritable divinité, en véritable fétiche sanguinaire, qui exige des hommes qu'ils se sacrifient à leur vie d'homme. Et on retrouve de cette manière-là, évidemment, ce par quoi je commence. Donc, ce que Marx dénonce dans l'économie politique comme monde, c'est précisément ce qu'il dénonce aussi dans l'économie politique comme
représentation comme science, c'est-à-dire un univers de formes fétichisées auxquelles leur nature fétichiste donne précisément l'apparence de réalité à la fois naturelle, physique et surnaturelle, et à ce double titre, évidemment, des réalités qui semblent être promis à l'éternité. La méconnaissance thématique du fétichisme, c'est la méconnaissance de la critique par Marx de cette réalité-là. Et c'est la méconnaissance plus fondamentale, et ça c'est beaucoup plus grave, de ce que cette critique signifie, plus exactement de ce vers quoi cette critique pointe. À savoir le projet révolutionnaire de renverser ce monde à l'envers, c'est-à-dire de le remettre à l'endroit. Et remettre le monde à l'envers, remettre à l'endroit ce monde à l'envers que le capitalisme, c'est tout simplement le projet communiste. C'est tout simplement le projet par lequel les hommes associés, par leur association, se rendent à nouveau maîtres des résultats de leur propre produit, de leur propre production, se rendent maîtres de leurs propres produits, y compris du processus productif qui les engendre, et forment évidemment communauté sur cette base. Donc on voit que la méconnaissance de ce concept de fétichisme et de la thématique de la fétichisme dans le capital, ça va très loin, ça va jusqu'à la méconnaissance en fait de la véritable objet de la critique de l'économie politique chez Marx, et ça va jusqu'à la méconnaissance en définitive de ce vers quoi pointe cette critique, à savoir le projet communiste. Bon, je conclurai, mais très brièvement. Simplement pour pointer, c'est un piège, pour pointer vers le fait que si le capital est plein de l'usage du concept de fétichisme, ce n'est pas seulement dans le Capital que Marx parle de fétichisme. Il y a du fétichisme partout dans l'œuvre de Marx. Il y a du fétichisme quand il traite de l'État. Autre grand fétiche, pointé et analysé comme tel. Il y a du fétichisme dans le droit et dans la société civile. Il y a du fétichisme dans l'individualité privée. Il y a du fétichisme dans la nation. Autant de fétiches pour Marx est désigné comme tel. Autrement dit, le concept de fétiche, c'est un concept général dans l'œuvre de Marx. Et cela pour une raison très simple, c'est qu'on touche ici au cœur, je dirais, de l'appréhension, de la compréhension, de l'intelligence marxienne de la réalité sociale. Qu'est-ce que la réalité sociale pour Marx? Elle est praxis. Elle est autoproduction des hommes dans un rapport complexe, contradictoire à leurs propres produits, propres œuvres, propres institutions, actes, pratiques, etc. Contradictoire parce que cette production se déroule historiquement. L'histoire, il y a histoire que par cela, ça figure dans l'idéologie allemande, parce que cette œuvre, quelque part, échappe aux hommes, parce qu'il y a de l'aliénation, parce que précisément, les résultats de l'activité combinée des hommes, les hommes n'en ont pas été maîtres. Ils se fixent ces résultats dans des formes, enfin, ils peuvent, la chose n'est pas nécessaire, il n'y a pas de fatalité, on n'est pas dans l'ordre d'une pensée ni tragique, ni religieuse. Il peut arriver que ces résultats de l'activité des hommes se fixent dans des formes qui échappent aux hommes, qui les dominent, qui les écrasent, et que, tel l'apprenti sorcier, en quelque sorte, les hommes soient maîtres de leur propre produit, soient maîtrisés, ne soient plus maîtres de leur propre produit, et se trouvent maîtrisés par eux. Donc, le concept de fétichisme est au cœur de la dialectique du rapport sujet-objet qu'il y a au cœur de l'intelligence par Marx de la réalité sociale. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner qu'on le trouve évidemment mis en œuvre, ce concept de fétichisme, au moment où Marx, dans la critique de l'économie politique, passe à l'analyse de ce à quoi il a consacré
la majeure partie de sa vie, c'est-à-dire l'analyse de cette forme particulière de la production sociale qu'est la production par les hommes des conditions matérielles de leur existence dans le cadre des rapports capitalistes de production. Vous aurez bien compris aussi que, en étant parfaitement provocateur, je dirais que qui méconnaît la présence du concept de fétichisme dans le capital, plus généralement dans l'œuvre de Marx, peut guère passer à mes yeux pour être marxiste. Je m'empare de la parole en faisant mine de poser la première question. Deux remarques et une vraie question. Tout d'abord, je commenterai ce que vous avez dit en disant qui méconnaît le concept de fétichisme, méconnaît finalement l'ironie caustique qu'il y a également dans la critique marxiste et plus généralement matérialiste. Maupassant, qui n'est pas un théoricien marxiste, mais met en scène dans Bel-Ami des agioteurs qui font du yo-yo avec diverses valeurs très fictives. Walter, monsieur Walter, patron de presse par ailleurs, les temps n'ont pas changé, et il dit dans une petite chronique, en dehors de Bel-Ami, mais contemporaine, à propos d'événements qui ont vraiment eu lieu à la Bourse et qui ont enrichi beaucoup de gens bien à cette époque, nous vivons dans le monde du fictif. Et Maupassant, résumant en une phrase beaucoup de choses qui ont été dites. Deuxièmement, la critique matérialiste est ironique, et pour ce qui est du monde à l'envers, vous savez sans doute qu'on trouve ça notamment en Allemagne, chez Sebastian Frank, au XVIe siècle. Le monde est sens, SENS, dessus, dessous. Les fous, les méchants, les corrompus gouvernent et les gens mieux sont plutôt en dessous. Référence chez Sebastian Frank au Carnaval des fous, etc. Et plus généralement, référence à ce Démocrite Riard, dont la Renaissance parle encore, et qui est mis en scène dans les lettres pseudo-hippocratiques. Démocrite qui irrite tout, qui a même l'air fou tellement il irrite tout. Et puis Hippocrate qui est diligenté par les Abdéritains, ses concitoyens, pour le guérir si possible, apprend finalement que Démocrite n'est pas fou du tout, il ne rit que d'une seule chose, et non pas de deux, les choses malheureuses et les choses heureuses d'autre part, mais il rit d'une seule chose, la folie des hommes, car elle n'est que maladie. Et ce thème, on le retrouve chez Wieland, plus près de notre époque, donc de l'époque de Marx, au XVIIIe siècle, dans l'immense Histoire des Abdéritains. Critique matérialiste, caustique, féroce, qui évidemment évoque sans cesse un monde à l'envers. Ma vraie question, qui sera la première, j'espère qu'il y en aura plusieurs autres, et la tradition, cher Alain Bire, vous le savez, c'est qu'on en prend 3 ou 4 et que vous répondez ensuite, si vous voulez bien. Est-ce que vous pourriez développer, préciser ce que vous dites en citant Marx, à savoir que l'économie classique a concouru, donc Smith, Ricardo notamment, on suppose, ont concouru à déniaiser un peu les économistes vulgaires, que nous sommes tous spontanément, et Marx oppose souvent économie classique et économie vulgaire, a concouru à déniaiser les économistes vulgaires au sujet de cette affaire de fétichisme. En clair, on est un peu surpris. Quand on est moins connaisseur que vous, on a envie de considérer que tout ce qui précède Marx s'est fait piéger et est tombé dans l'illusion à peu près aussi lourdement que le plus vulgaire des vulgaires. C'est une question. D'autres questions? Donc, je rêve sur un exemple historique précis d'application de la méthode critique de Marx que vous avez développée. Ça serait, parce que vous avez parlé des fonctionnaires du capital, moi ça m'a un peu fait penser à ce que dit Ruben, que le capital est une méthode d'analyse critique du capitalisme d'État, et en particulier de l'URSS. Et donc c'est ce cas du capitalisme d'État, qui existe encore aujourd'hui, où les fonctionnaires du capital sont directement fonctionnaires, voire membres du gouvernement. Et je voulais vous interroger sur cette question du rôle du fétichisme dans le maintien du capitalisme d'État, et en particulier ce qui, à mon avis, était peu développé par les critiques historiques de l'URSS, c'est le rôle du fétichisme de la valeur dans la longévité du système stalinien. Présenter, ça peut aider à la défense toujours nécessaire de ce séminaire. Qui reçoit du mot? Merci. Marie-Hélène Canet de l'Université de Poitiers. Donc je vous
poserai, si vous permettez, deux questions, l'une un peu générale, un petit peu formelle peut-être au départ, mais je pense qu'elle rejoint les préoccupations typiques de Marx. C'est la question de savoir si véritablement on peut présenter le capital comme un tout. Vous avez dit au début qu'il fallait présenter le capital comme un tout. Je suis très sensible à cette formulation, mais en même temps, en tant que présentatrice humble de Marx et du capital en particulier, je me pose toujours la question de savoir s'il ne faut pas toujours quand même commencer par un bout, et lequel. Voilà. Donc ça, c'est ma première question. Et puis, à la fin de votre exposé, vous faites remarquer de manière remarquable, à mes yeux au moins, que l'économie politique, c'est quelque chose de très important parce que c'est l'économie commune, c'est plus que l'économie comme science. Est-ce que vous en êtes arrivé au point de dire que c'est l'économie comme politique? Merci Je vous remercie. beaucoup. Il y a une question que j'écarterais d'emblée, non pas parce qu'elle manque d'intérêt, mais au contraire parce que je ne me sens pas capable d'y répondre. Hein. C'est la question qui porte sur le fétichisme du capital dans le capitalisme d'État. Je n'ai pas travaillé la question. Et dans ce cas-là, je préfère avouer purement et simplement mon ignorance que de dire des bêtises. Je ferai juste une remarque. J'ai moi-même très longtemps employé le concept de capitalisme d'État pour analyser le type de régime qui prévalait dans les 6 grands pays de l'Est, l'URSS, et qui, disons, dans des queues de comètes subsistent en différents endroits. Le concept me paraissait avoir au moins une fonction polémique certaine, de dénonciation de la nature de ces régimes et de dénonciation, évidemment, des illusions communément colportées à leur sujet, comme patrie du socialisme, préfiguration du communisme, paradis sur terre, ou plus en faut. Et je l'avais fait avant d'avoir lu le Capital, avant de l'avoir lu moi en entier, d'un bout à l'autre. Après avoir lu, je me suis trouvé dans la capacité de continuer à utiliser ce concept. Parce que il me semble quelque part, pour dire les choses très rapidement, que le concept de capital inclut intrinsèquement l'idée de l'existence d'une multiplicité de capitaux séparés les uns des autres et en concurrence les uns avec les autres. Donc, quelque part, la propriété privée des moyens de production. Et que dans un régime socio-économique où cette propriété a été supprimée, ce qui advient ce n'est plus, en tout cas, le capital intégralement. Ce que c'est, je serais incapable de le dire, ce que c'est positivement. Mais il ne me semble pas que le concept de capitalisme d'État soit pertinent. Vous avez vu à quel point je me livre et je déclare ma faiblesse. Parce que je déclare que je me suis trompé enfin je crois sincèrement m'être trompé pendant des années. Bon, je l'ai fait en très bonne compagnie, mais ça n'excuse rien. C'est parce qu'une erreur se fait en bonne compagnie qu'elle n'est pas une erreur. Et pour l'instant, c'est pour moi un problème entier. Je n'ai pas de réponse à cela. Donc, je ne suis pas capable de vous répondre, parce que je pense même qu'à la limite, les questions telles que vous les formulez, je me demande si elles ont encore un sens. Oui, enfin, il n'y a pas de polémique entre nous. Hein, il y a eu un moment où je me serais posé ces questions exactement dans les mêmes termes que vous. Je n'aurais pas pu peut-être y répondre, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je ne me trouve même plus être en mesure d'y répondre, enfin de les poser dans ces termes-là. En tout
cas, je m'interroge sur là-dessus. Ça fait la transition avec une question qui n'a... Je ne vous ai pas répondu, je vous prie d'en excuser. Je ne peux pas répondre. Ça fait transition avec la question sur le capital comme un tout. Alors, d'abord, c'est Marx qui le dit. Ensuite, ce n'est pas parce que Marx le dit, mais parce que lorsqu'on le lit, on s'en rend compte. C'est vraiment un tout. Et on sent que ça a été conçu comme un tout et que ça a été rédigé comme un tout. Et on ne peut le comprendre que comme un tout. Ça signifie que, par exemple, on ne peut pas séparer ce que Marx dit à un endroit sur quelque chose de ce qu'il dit à d'autres endroits à ce sujet, parce que ça le détermine, ça le distord, ça le déplace, ça le rend plus complexe. Par exemple, la manière dont il fait intervenir la loi de la valeur lorsqu'il analyse d'emblée dès le premier chapitre du Capital la valeur de la marchandise, dont il dit qu'elle est déterminée par, en définitive, la quantité de travail social moyen, etc., etc. Il fait intervenir une notion de travail social nécessaire qui n'explicite pas et qui ne va se trouver explicité que petit à petit. Ce que Marx entend par travail social nécessaire dans le premier chapitre du Capital ne commence à s'éclairer que lorsque Marx commence à analyser le processus d'appropriation par le capital du travail dans la section 4 du livre 1, et prendra encore d'autres, s'enrichira de nouvelles déterminations lorsqu'il analyse le processus de formation d'un taux de profit moyen, et où il montre que par travail socialement nécessaire, il faut comprendre aussi un travail qui intègre la prise en compte des besoins sociaux tels qu'ils se formulent à un moment donné de l'histoire de la civilisation à l'intérieur du capitalisme. Donc on voit bien combien un concept chez Marx est quelque chose qui est constamment vivant et retravaillé au fur et à mesure où l'analyse s'en développe au fil du Capital. On comprendra pourquoi j'en ai particulièrement, après ce que j'appelais les écarisseurs, ceux qui, sous prétexte qu'il vaut mieux manger du filet de bœuf que de la macreuse, sont évidemment incapables de vous expliquer quels sont les rapports entre ces deux muscles. Ne me demandez pas, je fais le malin, mais j'en sais pas plus. Mais je me doute qu'il doit y en avoir un, n'est-ce pas? Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter l'unité organique de l'œuvre. Quant à savoir comment, par où l'attaquer, tout simplement par le début. Tout simplement par le début. Par le début. Et en notant soigneusement toutes les questions auxquelles Marx ne répond pas. Toutes les questions que le texte marxien soulève, mais auxquelles il ne répond pas. Et on a cette délicieuse surprise de voir que la plupart des points d'interrogation qui s'accumulent disparaissent au fur et à mesure on avance. C'est-à-dire que le père Marx diffère sa réponse, mais il y répond bien. Simplement, il ne peut pas y répondre tout de suite. Par exemple, il signale immédiatement, évidemment, qu'il y a un problème. Dire que la valeur d'une marchandise dépend, dire qu'une marchandise a de la valeur, ça veut simplement dire qu'elle contient du travail social. Il voit bien l'objection qu'on va lui faire tout de suite. Il va lui dire, victoire, la terre, ça a un prix. L'honneur, ça a un prix. La prostituée a un prix. Où est le travail social là-dedans? Et il signale bien que, il y a toute une série de problèmes, n'est-ce pas, que les choses peuvent avoir des prix sans avoir de valeur. Mais impossible d'expliquer ça. Pour expliquer ça, il faut attendre la section 7 du livre 3 du Capital. Non, pardon. Je m'emballe. La section 5 du livre 3 du Capital. C'est-à-dire le dernier tome, en tout cas des 8 tomes de l'édition sociale. Mais
il y a bien la réponse qui est apportée à la question. Donc on voit bien comment c'est une spirale et qu'on a la réponse à une question qui se pose au détour d'un virage de la spirale qu'à l'étage quelquefois supérieur ou même quelquefois seulement 2 ou 3 étages au-dessus. Il faut attendre, il faut prendre comme un tout et le traiter comme un tout. C'est pour ça que je m'apprêtais à sortir ma petite logique du Capital lorsque j'ai vu ce qui est une bonne chose. Bon, tant que les gens lisent le Capital, ils ne perdent pas leur temps. Mais republier la présentation du Capital par cet anarchiste italien, qui est un des premiers à... Ces éditions Agon qui ont reproduit ça. Bon. Mais c'est marqué le Capital, c'est le livre 1. C'est incroyable qu'aujourd'hui encore les gens puissent considérer que le Capital soit le livre 1. Alors que le livre 1 pose plein de problèmes absolument insolubles dans les termes du livre 1 et que nous trouverons à commencer à trouver des solutions dans le livre 2, dans le livre 3. Le livre 2, par exemple, un livre essentiel, alors qu'on le passe complètement, généralement, on saute de l'analyse de l'accumulation du capital et de l'accumulation primitive tout de suite au livre 3. Parce que là, qu'on traite de choses importantes, la formation du profit, la baisse du taux de profit, ça, ce sont des choses importantes. Mais le livre 2, c'est fondamental. Et non pas seulement à cause des 3e sections du livre, le fameux schéma de reproduction. Mais vous avez au cœur du livre 2, Marx montre un truc qui est incroyable. Ça peut faire une conférence dans le séminaire. Comment le capital est aux prises avec le temps. Avec le temps. Et combien l'ennemi du capital, c'est le temps. Et comme aurait dit le regretté Ben Saïd, la concordance des temps. Parce que les temps de rotation des différentes fractions du capital sont des temps inégaux. Et il y a constamment des problèmes d'aménagement. Et que toute la théorie du crédit est là-dedans. Donc c'est, je dirais, pas peu de choses que ce livre 2. On le saute. C'est incroyable. Pour moi, c'est d'une monstruosité. C'est comme vouloir... Enfin, c'est comme l'architecte qui dirait, écoutez, c'est pas bien grave, on vous pose les fondations, le premier étage, on vous pose juste le 3e étage au-dessus, le 2e. Il viendrait bien par lui-même. Hein. Vous feriez confiance en un architecte pareil, vous? Mais on a fait confiance pendant des décennies à des commentaires, des commentateurs de Marx qui vous disaient ça. On saute au livre 2. Attendez, non mais... Moi, je serais Marx, je me relèverais de la tombe et je me foutrais une trempe. Hein. Non, mais... Marx a passé les 15 dernières années de sa vie péniblement. Il n'était même plus capable de s'asseoir exactement tant les furoncles qu'il avait dans un endroit que la décence de ce lieu public m'interdit de nommer. Il l'interdisait de s'asseoir. Sans compter ses démêlés de l'international, sans compter le décès de son épouse, etc. Pour essayer de mettre ce livre 2 en forme, avec un Engels qui lui disait « Bon, tu le publies quand ?» Et Marx lui répondrait « Quand j'aurai fini de l'écrire. » D'accord? Parce que, bon, lui savait de quoi il en était question. Et on ose dire qu'on peut le sauter. Non. Prenons le capital comme un tout. Et quand on prend le capital comme un tout, on se rend compte que, je reviens quand même à vous, que les questions que Marx traite dans le livre 3, dans lequel il essaie d'expliquer, il essaie de comprendre comment le capital social dont les lois de fonctionnement ont été établies dans le livre 1 et dans le livre 2 se réalise à travers le mouvement des capitaux singuliers. Et que ce mouvement, certes, est complètement déterminé par les lois générales, comme dit Marx. La concurrence entre les capitalistes ne fait jamais que exécuter les lois générales du capital, mais elle les exécute. Et ces lois ne peuvent pas s'exécuter comme ça, en dehors de ces mouvements-là. Alors, sur les classiques, je crois que je me suis mal fait comprendre, et que peut-être le passage de Marx que j'ai cité, bon, Marx fait effectivement la différence entre l'économie politique classique, bon, il a en vue un nombre étroit de personnes, Adam Smith, Ricardo, quelquefois Malthus, et tout le reste qu'ils appellent les économies vulgaires. Alors, le départ entre les deux, pour lui, est très clair. L'économie politique vulgaire, c'est celle
qui ne prête attention et qui connaît que le procès de circulation. Il n'y a que la circulation. Et tout se résout dans la circulation. Donc, elle est tout entière prisonnière des fétichismes, bien évidemment. Puisque la circulation, c'est précisément la sphère dans laquelle la valeur semble se valoriser par elle-même, simplement en circulant. En échangeant de l'argent contre la monnaie et réciproquement, il y a de la survaleur qui se forme par la grâce de la valeur qui circule. Point à la ligne. Les classiques, Marx leur fait le crédit de comprendre, d'avoir compris que la circulation n'explique rien, mais demande à être expliquée par ce qui se passe dans la production, et commencer à s'intéresser à la production. Mais à le faire tout en restant prisonnier du fétichisme, sous une forme très particulière. Et le grand procès que Marx fait à Smith et à Ricardo est toujours le même. Ils n'ont pas compris la différence entre le travail concret et le travail abstrait. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris précisément le processus de formation de la valeur, c'est-à-dire comment il se fait que dans le cadre d'une division marchande du travail, comment il se fait que du moment où la division sociale du travail prend la forme de la communication sous forme de marchandises, des produits de multiples fragments séparés du travail social, nécessairement le caractère social des différents travaux particuliers va prendre la forme de la valeur. C'est-à-dire ne pas avoir compris cela, ne pas avoir compris que le caractère social des différents travaux privés dans le cadre de la division marchande du travail suppose précisément que les produits de ces travaux apparaissent sur le marché comme étant pourvus intrinsèquement d'une qualité énigmatique, la valeur. Et c'est le reproche que Marx leur fait, c'est-à-dire de ne pas avoir compris que ce sont deux choses différentes, en même temps que liées, que le travail concret et le travail abstrait. Je ne peux pas malheureusement développer davantage, parce que là, ce serait très long de le faire, mais là est le point qui sépare. Bon, Marx a encore d'autres griefs contre Smith et Ricardo, mais le grief fondamental, c'est cela. Alors, l'économie comme politique, je dirais, on comprend que pour Marx, c'est évident que l'économie telle qu'il emploie est politique. C'est-à-dire l'économie politique, bon, le terme est formé au départ parce que, à partir d'Aristote, qui distingue l'économie, qui est au départ la science et l'art de la bonne gestion de la maison, economos, et de la crématistique, qui est l'art de gagner de l'argent en faisant circuler des marchandises. Et donc lorsque l'économie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, la science économique se forme à la Renaissance, elle essaie de traiter de règles qui régissent l'économie au niveau de la cité. On l'appellera donc l'économie politique pour cette raison-là. Mais pour Marx, il est clair que d'emblée, cette économie politique est politique au sens le plus propre du terme, c'est-à-dire elle n'est jamais qu'une façon d'organiser la société. Elle n'est jamais qu'une façon, en définitive, de créer le lien social et lui donner une certaine forme. Puisque la catégorie de valeur, c'est cela. C'est-à-dire la valeur, c'est cette forme que prend le lien social lorsque les hommes ne nouent plus de rapports directement entre eux, mais nouent plus que des rapports entre eux par l'intermédiaire de l'échange de leurs produits. C'est ça une société capitaliste. C'est une société dans laquelle les hommes ne travaillent plus directement ensemble et ne travaillent plus ensemble directement à créer les conditions de leur vie commune, mais ne travaillent plus ensemble, si on peut dire, et ne produisent plus ensemble les conditions de leur vie commune que d'une manière séparée et en procédant à l'échange des produits de leurs travaux séparés. Alors à partir de là, évidemment, ce lien prend une figure totalement réifiée, en même temps que déifiée, en définitive fétichisée, qui est celui de la valeur. Donc pour Marx, l'économie est en un sens totalement politique.
c'est-à-dire au sens où elle est une façon de faire ceci. Puis dernier point, l'ironie matérialiste. On est, je suppose, plusieurs dans cette salle à avoir lu Bakhtin et l'ouvrage de Bakhtin sur Rabelais. Il est évident que le monde à l'envers, c'est une figure, c'est la figure même de ce que Bakhtin appelle le grotesque, hein, et du comique grotesque. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Bakhtin, premièrement, lisez-le. Et deuxièmement, Bakhtin essaye de créer une catégorie qui s'appelle le comique grotesque pour essayer de comprendre le type de comique qui est à l'œuvre dans la culture comique populaire telle qu'on peut la repérer dans un certain nombre d'œuvres, dont celle de Rabelais. Rabelais étant d'ailleurs déjà un témoin tardif de la chose, et qui est la culture de la rue, la culture du marché, de la place du marché, de la fête villageoise, de l'émeute tout aussi bien, et populaire de la fin du Moyen-Âge, hein, qui est une culture qui consiste fondamentalement justement à mettre cul par-dessus tête, au sens propre du terme, hein, cul par-dessus tête, c'est-à-dire à mettre le monde sens dessus, à rabaisser le haut en bas et à élever le bas en haut. Évidemment, c'est une figure de la Révolution qui se dessine ici. Le grand carnaval, le carnaval qui est la fête grotesque par excellence, à laquelle on brocarde les puissants, on fait tenir la messe, dire la messe par un âne, par exemple, hein, tous les fidèles à la place de Amen faisant Ian, c'est ça le grotesque. Et c'est ça le monde sans dessus, dont on peut trouver sans doute un écho chez Marx, ça c'est clair. À disparaître il est amené à, d'abord il est tel le phénix, c'est-à-dire il renaît incessamment de ses cendres, hein, et c'est même sa loi. Hein. Mais par les guerres, Et il disparaîtra le jour où sa base sociale disparaîtra, c'est-à-dire au moment où les rapports capitalistes de production disparaîtront. Alors là, évidemment, pour le coup, il se dissipera comme le brouillard au soleil, c'est clair. Mais sinon, il a une consistance propre, et il a d'autant plus de consistance qu'il est capable de vampiriser, là encore une fois c'est l'image qui convient, le capital réel, et le capital réel lui-même vampirisant l'humanité réelle que nous sommes. Hein. On le voit aujourd'hui. Alors, regardez, quand on nous dit aujourd'hui, on va sauver, il faut sauver la monnaie euro. Hein. Et pour sauver la monnaie euro, qu'est-ce qu'on fait? On abaisse les salaires des fonctionnaires, on va les licencier, on va couper dans les aides sociales, dans les allocations, etc. On va réduire des gens à la pauvreté, on va les précipiter dans la misère, etc. Tout ça pour sauver le pivot même, à la fois de l'économie réelle, du capital réel, et le pivot du capital fictif. Donc, il n'est pas certain qu'ils disparaissent simplement par le fait qu'il soit un jeu purement spéculatif. Hein. Encore une fois, si on prend l'idée au sérieux, plus le fétichisme est en quelque sorte développé, à la fois, en effet, plus il y a une forme abstraite au sens de détacher de tout contenu réel, et plus et pourtant il y a de consistance. Les petits dieux, ceux que l'on invoque dans les hôtels au coin des rues, c'est des dieux, allez, ils sont presque parmi nous, quoi. Hein. On les prend à notre table, ils ont une certaine matérialité, vous voyez ce que je veux dire, hein. On les fréquente depuis longtemps. Et puis au-dessus, il y a des dieux, on les connaît déjà un peu moins bien, ils sont un peu plus loin. Et puis ensuite, il y a des empyrées dans lesquels on sait qu'il existe. Et puis il y a le grand dieu tout en haut. Alors celui-là, il paraît que quelques-uns l'ont vu.
Bon, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est bien lui qui règne. C'est pas parce qu'il est très lointain, très distant, très éthéré. L'empereur de Chine, très peu de gens l'avaient vu réellement. Hein. On pouvait même douter de son existence. Malheur à celui qui en aurait douté, du moins publiquement. Sa tête n'aurait plus tenu très longtemps sous ses épaules. Donc, l'abstraction du fétichisme ne signifie pas, elle doit être comprise dialectiquement. Le terme de capital fictif, il faut le prendre avec beaucoup de précaution. La fictivité du capital, ce n'est pas une fiction, en un sens, c'est une pure fiction, mais c'est une fiction qui dit simplement le degré d'abstraction, d'autonomisation de la valeur à laquelle on est arrivé. Mais c'est une fiction qui a pour elle de se défendre, je dirais, elle a le système des États aujourd'hui pour se défendre. Tous les États de la planète constituent l'armature institutionnelle de défense de cette fiction. Elle ne s'écroulera pas tout seul. Hein. Et l'État, je dirais, ce n'est pas l'État seulement dans les déclarations lunaires de notre ministre des Finances, mais c'est l'État dans sa matérialité, dans ses appareils les plus concrets qui soient, casqué, botté et armé s'il le faut. Et ils ont même le prix Nobel, mais de la paix. Je conseille une nouvelle fois, avant de conclure, la lecture d'un livre parmi beaucoup d'autres de Tarek Ali, Obama s'en va en guerre. Je dis plus sans rapport avec ce qui vient d'être dit que les organisations sont bien maigres, le socialisme réel n'est plus là, ce que moi je regrette personnellement. Cela dit, des dizaines de milliers d'Irlandais, dit-on, manifestent aujourd'hui, ça doit donc être des centaines de milliers. Le Portugal, 24 novembre, a vu 3 millions de ses citoyens dans un pays de 12 millions se rebeller contre les mesures destinées à sauver, comme a dit Alain Bire, la monnaie. Bon, tout cela, on continuera à en parler au café, pas seulement au Café du Commerce. La semaine prochaine, Ludovic Hetzel parlera, et le titre de son intervention, de sa communication, ce sera très précisément la dialectique matérialiste dans Le Capital, le livre. Quelques pistes sous-titres pour relancer un vieux chantier. Il est temps qu'une dernière fois, je remercie vraiment chaleureusement Alain Bire et vous pour votre